Andrea Fazzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. À ce titre, vous êtes un peu le politologue de l'Université de Corse. Et à ce titre, j'aimerais commencer par vous poser une question théorique. Ça a été dit par le président Simeoni, les institutions ne sont pas une fin en soi. Néanmoins, on a entendu dire depuis le début du processus de Beauvau, notamment par un parlementaire proche de la majorité territoriale, à plusieurs reprises, que si la Corse avait des institutions qui lui convenaient, elle n'aurait pas les difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée aujourd'hui. Alors c'est une question intéressante en termes de théorie, quoi. Il suffirait finalement qu'un pays ait des institutions qui soient adaptées à ses mœurs, à son histoire, à sa démographie, pour qu'il connaisse la prospérité, la démocratie. Merci de votre question. S'il y avait des institutions magiques, ça se saurait, je crois. Bien évidemment, l'autonomie, par définition, permet d'adapter la législation, la norme, aux contraintes, aux opportunités locales. Et du moins en théorie, c'est un avantage énorme. Et on remarque quand même sans difficulté que dans le monde, la plupart des pays les plus riches sont des pays fédéraux. Commencez par les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, l'Australie, bon, ce sont des pays très prospères avec une qualité de vie énorme. Ce sont des pays fédéraux. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas aussi des pays fédéraux autoritaires comme la Russie. Donc encore une fois, le grand risque, ce serait d'affirmer une relation d'automaticité, c'est-à-dire l'autonomie réussie à partir du moment où vous avez un capital humain, un capital environnemental, ça peut aider aussi, mais surtout un capital humain performant, qui soit véritablement capable de trouver la forme la plus adaptée, je dirais, de justice fiscale, de justice sociale, de justice environnementale. Et là, votre pays peut devenir effectivement plus heureux. Alors, on a beaucoup dit dans le débat public depuis plusieurs décennies, on a un peu dessiné, notamment en Corse, où on était enfermé, je dirais, dans une relation un peu un dialogue de sourds avec Paris. On a beaucoup écrit cette légende dorée de l'autonomie, des provinces qui seraient autonomes dans des États beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts aux différences et aux identités régionales. Sauf que l'Italie, qui a souvent été citée en exemple, a été le siège d'un épisode dont on a peu parlé en Corse et qui pourtant est très parlant, me semble-t-il. C'est qu'au printemps 2024, il y a une loi qui a été adoptée par le Parlement italien qui s'appelle la loi Calderoli, dite loi sur l'autonomie différenciée, qui prévoyait le transfert de l'État central aux régions d'une vingtaine de compétences dans des domaines extrêmement stratégiques tels que la santé, l'éducation. Cette loi a été adoptée par le Parlement et elle a été suivie immédiatement d'une levée de boucliers. Elle a été rebaptisée loi Spacca Italia, ce qui en dit long, ce qui explique mieux que tout le reproche qui lui était fait. Une fronde menée notamment par le président de la région Campanie, qui s'appelle De Luca, s'est fait jour. On a expliqué que cette loi, c'était une loi qui allait supprimer les mécanismes de péréquation, de solidarité à travers l'État, et qu'elle aurait pour effet finalement d'appauvrir les régions qui sont déjà plus pauvres que les autres. Il y a eu un référendum abrogatif. D'abord, le texte a été partiellement censuré, je crois, par la Cour suprême, mais un référendum abrogatif a été organisé ou sur le point de l'être pour faire retirer cette loi. Donc, est-ce que l'Italie, qu'on a souvent ici présentée comme un modèle de tolérance, d'ouverture aux régions, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous montrer que derrière le mythe de l'autonomie, il y a aussi il y a l'envers du mythe aussi? Disons que l'Italie a, durant le 19e siècle, au début du 20e siècle, avant le fascisme bien sûr, était bâtie sur le modèle français. D'ailleurs, elle a créé des préfets pour gérer les provinces, ce n'est pas pour rien, mais elle a été basée sur ce modèle unitaire centraliste. Et c'est sous ce modèle que le grand écart entre les régions du Nord et les régions du Sud s'est creusé. Le grand écart ne s'est pas creusé à l'époque de l'autonomie, donc il commence à partir de 1948, de la promulgation de la Constitution italienne actuelle. Donc cette autonomie italienne, avec 5 régions spéciales, 15 régions dites ordinaires, effectivement, elle doit nous faire réfléchir dans le sens où il y a d'énormes réussites. On peut dire l'Alto Adige, le Trentino Alto Adige, c'est une énorme réussite. C'est une région extrêmement prospère, veut dire où le PIB par habitant, c'est 1,5 fois la moyenne européenne, peut-être même plus aujourd'hui. Et des exemples, tels celui de nos cousins insulaires siciliens, qui sont très négatifs. J'ai quelques collègues qui militent carrément pour l'abrogation de l'autonomie spéciale sicilienne.
Ce qui est certain aussi, Pierre, c'est que cette loi Calderoli, elle manquait de précision, d'ailleurs, ce qui lui a valu une censure partielle assez sévère de la part de la Cour constitutionnelle italienne, mais les régions italiennes gèrent déjà la santé. Ce qui est d'intéressant, je crois, en Italie, c'est que cette santé, on ne la laisse pas à l'abandon. Je veux dire, dans certaines régions où la santé était manifestement en situation trop compliquée, comme pour le RSA en Seine-Saint-Denis ou à la Réunion ou en Ariège en France, l'État a créé un commissaire qui s'est chargé de la santé dans ces régions-là. Donc, ce ne sont pas pour autant des régions indépendantes, malgré leur niveau d'autonomie très supérieur à celui des régions françaises et de la Corse. Alors, ce qui apparaît aussi, on a parlé du cas italien, qui est le cas qui a révélé, je dirais, les faiblesses peut-être du mécanisme d'autonomie. Il y a aussi des réussites économiques de régions autonomes, mais ce dont on se rend compte et qui doit nous faire peut-être réfléchir sur la Corse, c'est que lorsque cela se produit, nous disent les économistes, en tout cas certains économistes, c'est lorsque ces régions, en réalité, sont le siège de métropoles importantes qui sont connectées à la mondialisation et où il y a une production de richesse qui permet ensuite un ruissellement ou en tout cas une effusion de la richesse. Le budget de la ville de Barcelone, c'est 3 fois le budget de la collectivité de Corse, la ville de Barcelone. Est-ce qu'en Corse, on n'a pas de métropole? Est-ce que c'est un élément aussi qu'il faut verser au débat? C'est un élément qu'il faut verser au débat, mais ça a été rappelé tout à l'heure, et je crois à raison. Il y a la situation, si on peut dire l'équilibre financier, l'équilibre fiscal entre la Corse et le continent, bien qu'il reste certaines inconnues, mais il n'est pas du tout négatif. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que ce bilan, dans les années 50, on le connaissait très bien. Hein. On le trouve dans tous les programmes d'action régionale 57, on trouve ce bilan, cette balance financière. Aujourd'hui, on a du mal à l'établir. C'est vrai que c'est compliqué à établir d'un point de vue scientifique, hein, mais je crois aussi qu'il y a des raisons politiques à cette, on peut dire, dissimulation. Ce qu'on peut dire, c'est que la Corse est tout de même une région beaucoup plus riche aujourd'hui par habitant en termes de qualité de vie que la Calabre ou la Sicile, ça on peut le dire facilement. Alors, peut-être une dernière question, qui là encore est une question assez complexe parce qu'elle implique de faire de la prospective. On vit une période de crise budgétaire dans un certain nombre de pays d'Europe, et la France est particulièrement touchée. Les gouvernements qui se succèdent à un rythme de plus en plus effréné essaient de trouver des solutions, essaient de trouver de l'argent. Et dans cette opération aussi bien de calcul que de communication politique, on pointe souvent les dépenses, le poids du coût des collectivités locales. Est-ce qu'à terme, on va aller vers des années de disette pour les collectivités locales, ce que redoutent déjà les décideurs lorsqu'ils s'expriment, locaux, ou est-ce que finalement cette situation ne va pas contraindre à revoir cette espèce de pacte financier entre l'État central et les collectivités qui le constituent, qui constituent la France, je dirais, et pour justement leur donner une forme de responsabilisation, c'est-à-dire lever des ressources, débrouillez-vous avec. Est-ce qu'on peut imaginer que ça débouche sur ça à terme? C'est l'éthique de responsabilité du président. Disons que ça ne figure pas vraiment dans le logiciel unitaire français. Ce qui est certain, c'est que du point de vue des élites nationales, et on l'a vu aussi en Espagne, en Italie, qui sont des pays beaucoup plus décentralisés que la France, du point de vue des élites nationales, il faudrait une rationalisation bien supérieure. Et cette rationalisation, elle peut passer par une suppression massive du nombre de collectivités, sauf que lorsque vous supprimez des collectivités, vous supprimez aussi de la démocratie. Il y a un optimum dimensionnel qui est compliqué à trouver. Aujourd'hui, si je peux dériver un petit peu de la question initiale, on a une dédémocratisation de la norme qui est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on a un Parlement avec des représentants de la nation élus qui adoptent 50, 60 lois par an, et on a à côté 1500, 1600, 1700 décrets réglementaires, 7000 à 8000 arrêtés réglementaires qui sont rédigés par des gens qui n'ont aucune responsabilité démocratique, qui ne sont responsables que devant leur chef de service ou leur ministre. Et ça, je trouve que c'est un problème gravissime que plus d'autonomie régionale pourrait contribuer à régler un petit peu. Merci Andrea Fazzi, merci pour ces éclairages et ces pas de côté, merci.